Alors maintenant, nous avons une petite table ronde. À l'issue de cette table ronde, vous pourrez poser des questions. Et je vais inviter sur scène Jérôme, de nouveau. Alain Olivieri. Alain Olivieri est premier assistant réalisateur, membre et ancien président de la FAR. Il a notamment travaillé avec Michael Haneke, vous le voyez donc, et Costa Gavras, François Ozon, Jean-Jacques Hano, Maurice Pialat. Jérôme Brière, vous le connaissez. Brice Morin est premier assistant réalisateur, membre du conseil d'administration de la FAR. Il a collaboré notamment avec Filippo Meneghetti, Steva Chiepo, Léa Frédéval, Cédric Ido, Ali et Hakim Bougueraba. Et Denis Imbert, membre de la FAR aussi. Il a exercé donc le métier de premier assistant réalisateur. Il a collaboré notamment avec Nicolas Vanier, Jean Becker, Quentin Dupieux. Et il est passé à la réalisation en 2011. Et il est l'auteur tout récemment du très beau Sur les chemins noirs, sorti au mois de mars et qui est un très grand succès en salle. J'ai reçu une liste extraordinaire de sujets à aborder, très longue. Je ne suis pas sûr qu'on pourra pouvoir tout voir, mais c'est vrai qu'on fait des tables rondes ou des conférences depuis longtemps à la Cinémathèque, mais jamais on reçoit ce type de document pour organiser le débat. Donc merci à vous. Merci à vous. Et donc on va tout de suite entamer la discussion sur les sujets que vous avez listés. Vous avez listé 4 grands sujets. Voilà, on va essayer d'aller vite, de manière à laisser un peu la parole aussi au public. Mais on va d'abord parler tout simplement de la carrière, de l'évolution de ce métier. Et la question, voilà, est toute simple. Comment devient-on premier assistant réalisateur ? Par piston. Non, moi, j'ai dit comment j'avais commencé, par une rencontre avec José Dayan, qui m'a été présentée. J'ai tenté ma chance en demandant, cher José Dayan, est-ce que vous pourriez me prendre comme stagiaire ? Elle m'a dit, production ou mise en scène ? Et là, je n'avais pas lu la grille des salaires. Et j'ai choisi mise en scène, voilà. En d'autres termes, est-ce qu'il existe des écoles ? Quelles sont les voies classiques à suivre pour devenir assistant réalisateur ? Oui, les écoles, le CLCF est l'école la plus ancienne, voilà, très bonne formation, dont on a un formateur référent ici, voilà, Romain. L'écart. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Il y a plusieurs écoles. Alors, d'abord, il y a la FEMIS, qui peut être la voie normale. Il y a plein d'écoles privées, donc CLCF, CEFPF, Écart, 3IS, tout ça. Et puis, il y a aussi le terrain, sur le tas, c'est-à-dire quelqu'un qui veut rentrer dans le cinéma et qui, un peu par chance ou en la provoquant, rentre dans une équipe au niveau du stagiaire et qui grimpe comme ça les échelons. Alors à une époque, comme ça a été dit tout à l'heure, il fallait 3 films comme stagiaire pour devenir second, 3 films comme second pour devenir premier, et ainsi de suite. Bon, la voie royale par rapport à la mise en scène ou à la réalisation, ça c'est un peu tari, c'est plus tout à fait classique. Enfin voilà, on peut passer par l'école ou par le terrain. En tous les cas, c'est une volonté, une passion, comme on l'a dit. C'est vrai que moi, j'ai eu la chance de faire justement cette voie classique, parce que j'étais stagiaire de Alain sur le film Code Inconnu. Et je trouve que vraiment c'est ce qui m'a donné mon aisance aujourd'hui sur un plateau, mais même quand j'aborde l'idée d'un film en fait. C'est vrai que le fait d'avoir été stagiaire et puis second assistant et ensuite premier assistant, de m'avoir finalement laissé le temps d'avoir cette approche-là, de voir un premier assistant travailler, de voir un second assistant travailler. On a fait sur Code Inconnu, c'était Joseph Rapp qui maintenant est un très grand premier assistant qui était le second de Alain Olivieri. Moi j'étais leur stagiaire et c'est vrai que je pense que ça a été les fondamentaux de ce qui a été par la suite les outils qui m'ont aidé à faire ce métier de réalisateur. Mais parce que je pense aussi que Alain était quelqu'un qui ne me ménageait pas dans le sens où voilà, il me mettait dans les priorités du film. Je me souviens très bien d'ailleurs que on a commencé le tournage avec ce fameux travelling dont on parlait, la mode piquée, et il restait des décors à repérer. Et moi j'avais qu'une hâte, c'était de les rejoindre sur le tournage évidemment.
Mais en fait, c'est moi qui faisais les repérages. À l'époque, le stagiaire faisait les repérages, mais je connaissais tous les décors du film. Donc, quand j'arrivais sur un nouveau décor, je savais exactement où j'avais connaissance du découpage. Donc voilà, je trouve que les écoles, forcément, les écoles sont formidables en relais. Mais je pense que si on a la possibilité de se laisser ce temps de formation, c'est nécessaire et primordial. Moi, j'ai pas grand-chose à rajouter, si ce n'est que je suis pas certain qu'au départ, il y ait grand monde qui veuille devenir assistant réalisateur. Qu'en réalité, tout le monde veut devenir réalisateur et que c'est un peu par hasard et par la rencontre du métier sur les expériences, que ce soit à l'école ou sur un tournage, qu'on s'y intéresse plus, quoi. Alors moi je voulais pas être réalisateur. Moi je voulais vraiment pas. Ah ouais, moi je voulais pas du tout être réalisateur. Je savais pas que je serais réalisateur, vraiment pas. Hein. Mais j'ai vraiment commencé comme stagiaire en me disant j'aime ce métier et ça a été un vrai deuil pour moi de quitter le métier d'assistant. Du coup, je rebondis. À quel moment tu l'as découvert ? C'est-à-dire que, en fait, il y a un moment, j'ai compris que si je voulais aller au bout de ce qui me plaisait au cinéma, il fallait que je passe à la réalisation. Non. À quel moment tu as découvert le métier d'assistant réalisateur ? À quel moment tu t'es dit je veux devenir assistant réalisateur ? Ah mais très tôt, très tôt, dans les informations que je pouvais avoir sur le métier du cinéma. Ah oui, mais vraiment très tôt, je pense. Et vous aussi ? Moi, j'ai un parcours particulier parce que j'ai commencé par être stagiaire régie il y a très longtemps. J'ai grandi dans le milieu de la pub. Et puis un jour, un directeur de production de cinéma m'a appelé pour reprendre un film comme premier assistant, alors que je n'avais jamais été stagiaire mise en scène ou second assistant sur un long métrage. Et ben voilà, 36 ans plus tard, je suis toujours là comme premier assistant. Je crois que j'ai bien appris la première fois, mais j'avais eu la chance de faire ce petit travail de formation pendant 4 ans en pub qui m'ont permis, grâce à l'aide de ce directeur de production, de devenir un premier assistant plutôt compétent. Donc on a compris les étapes professionnelles indispensables. On peut commencer aussi bien comme stagiaire que issu d'une école de cinéma, en fait. Voilà, les qualités requises, je crois qu'on les a un peu vues, c'est-à-dire à la fois ne pas avoir peur des problèmes, et puis surtout avoir ce sens de l'organisation. Enfin, vous nous avez bien expliqué tout à l'heure, c'est impressionnant le travail que vous faites. Et puis peut-être aussi avoir bon caractère, sans doute, garder son calme. Oui, ça compte, oui, ça compte. Non, mais pour être assistant, alors si on sort d'une école, on ne peut pas être premier assistant comme ça. Il faut quand même passer par la voie de soit troisième assistant, soit second pour capter cette expérience qu'il faut pour être après au front, comme le premier assistant l'est, en face d'un metteur en scène, en face d'un producteur, d'un directeur de production, d'un chef opérateur, d'un chef décorateur, de comédiens, pas forcément toujours facile, et devant ce qui peut arriver sur un plateau, en extérieur, en intérieur, des accidents de la vie. Mais le principal, c'est d'avoir un peu de jugeote et des bonnes jambes au départ. Et puis on peut faire assistant, hein, c'est sûr. En tous les cas, je ne suis la preuve. Après, moi, je pense c'est marrant parce qu'il y a une notion qu'on n'a pas beaucoup abordée. Enfin, Costa Gavras l'a mentionné tout à l'heure en disant qu'il fallait rentrer dans la chair du scénario. Moi, je dirais qu'il faut rentrer dans la chair du scénario. En effet, il faut aussi rentrer dans la psyché du metteur en scène. Et ça, je crois que c'est vraiment la plus grande des qualités, en fait. Parce que finalement, aujourd'hui, je veux dire, la technicité du travail, c'est sûr que si vous êtes un mauvais premier assistant incapable de faire un bon plan de travail, de ne pas tenir une journée, vous n'allez pas rester longtemps sur le plateau. Mais je pense que arriver à penser le film et à faire en sorte que le metteur en scène déroule son film, s'exprime. Il n'y a pas beaucoup d'interlocuteurs de privilégiés sur un plateau. Je pense que le premier assistant est le premier, en effet, on l'a vu tout à l'heure dans les archives et autres, collaborateur et doit l'être surtout. Et même comme assistant, je pense qu'il faut se laisser prendre cette place par personne d'autre. Vous êtes le corrélé à la mise en scène. Et après arrive le chef opérateur, la script, le chef décorateur. Vous faites le lien entre tous ces postes. Mais s'il y a quelqu'un qui est proche du metteur en scène, c'est vous. Et si vous n'avez pas cette place, alors parfois les directeurs de production, il y a une dualité un peu qui se crée, parce que c'est un métier où le pouvoir
Enfin, l'information fait le pouvoir. Donc, plus vous avez d'informations, plus vous avez de pouvoir. Mais si vous squeezez ça, vous n'existez plus. Et je pense que ça, c'est très important, en fait. Et c'est pas évident d'arriver à ça. Ça peut parfois très mal se passer, j'imagine. J'imagine que travailler avec Piala, c'est pas la même chose que travailler avec Costa, par exemple. Ah oui, c'est pas tout à fait pareil, non. C'est sûr que j'ai eu la chance de travailler, je dis chance et l'honneur de travailler 2 fois avec Maurice Piala. Ça s'est terminé 2 fois mal. Une fois à cause de lui, une fois à cause de la production. Et avec Costa, ça s'est très bien passé. J'ai pas pu faire des films après avec lui parce que j'étais pris sur d'autres films. Mais oui, c'est ça. Mais pour rejoindre encore les qualités, il faut savoir s'adapter à n'importe quelle condition. D'abord, s'adapter au projet, donc au réalisateur qu'on connaît pas quelquefois. Même si on le connaît, comme le sujet est différent du film d'avant, on s'adapte au sujet. On s'adapte à l'équipe, on s'adapte au terrain. Voilà, c'est une grande adaptabilité. Pardon. Et d'ailleurs, sur Code Inconnu, Alain, il est arrivé en cours de préparation parce que le premier assistant qui était en place, donc Joseph et moi, on est restés, second et stagiaire me concernant. Et donc, c'est Alain qui a repris le film. Et c'était fou pour nous d'ailleurs de constater à quel point Alain correspondait tout à fait à Michael Haneke, alors que l'assistant, qui était tout à fait compétent, mais qui a décliné finalement le film et a été remplacé, ne correspondait pas du tout à Michael Haneke. Et donc voilà, ça rejoint vraiment. Et pourtant, je pense que si on avait demandé un plan de travail à l'un et à l'autre, c'était le même plan de travail. Hein, je veux dire, les deux étaient réalisables. Mais voilà, c'est ce qu'il y a en plus. Et c'est ce que moi j'ai envie de dire un peu aujourd'hui aux jeunes, aux gens en tous les cas qui voudraient être assistants, c'est que vraiment il y a cet aspect-là de rentrer dans l'intimité du réalisateur et du film. Et pour rejoindre Denis, donc. Pour revenir sur le fait de s'adapter, j'ai pris Code Inconnu 3 semaines avant le tournage. Ne connaissant pas Michael Haneke, ne connaissant pas le chef opérateur, ne connaissant rien du film. Et on a fait le film. Et après, Michael m'a rappelé pour faire ces 3 autres films en France. Donc voilà, il faut s'adapter, travailler. Et je crois que ça marche. Donc, on peut rester premier assistant jusqu'à la fin de sa carrière, en fait. On n'entre pas forcément dans ce métier pour devenir réalisateur. C'est le grand changement dans les années 60-70, comme on a dit en tout début de séance. C'est, comme on dit maintenant, la professionnalisation du métier. On ne fait plus de casting, on ne fait plus les repérages. Donc... ça change et donc on peut rester premier assistant. Enfin, moi, c'est une volonté que j'ai eue. Je pense qu'avec tous les metteurs en scène avec qui j'ai travaillé, je pense savoir comment faire un peu de cinéma, tout en étant humble. Mais j'aurais pu virer à la direction de production. Beaucoup de gens m'ont dit tu serais un bon directeur de prod. Mais non, moi j'ai choisi de rester premier assistant jusqu'au bout. Jusqu'à la retraite bientôt, parce que c'est un métier de passion et que j'adore. Enfin, malgré tous les problèmes, toutes les sources d'emmerdement qu'on a sur un film, même si c'est sur des films qui se passent bien, il y a toujours des aléas, des impondérables. Mais on adore ça, c'est vrai qu'on adore se torturer la tête pour avoir un bon plan de travail. Et dans ce plan de travail, il y a tellement de paramètres dedans qu'on n'est jamais content, mais... quand on a des solutions, on est plutôt content, mais on sait que derrière, il peut y avoir un retour de bâton. Mais voilà, moi j'ai choisi d'être assistant, de faire carrière en assistanat, et on peut l'être. Parce que pour devenir réalisateur maintenant, c'est à la fois très compliqué et moins compliqué que dans ces années-là. C'est-à-dire que maintenant, si on a une bonne histoire, un iPhone, on va à Cannes, quelque part. Non, mais j'exagère un peu, je suis du Sud, c'est pour ça. En fait, on l'a vu tout à l'heure, il y a quand même une énorme évolution technique. En tout cas, on l'a vu par rapport aux premiers documents qui subsistent dans les années 20-30 et puis après-guerre notamment, comme l'a montré Delphine. Il y a une énorme évolution qui est l'arrivée du numérique, tout simplement. Donc j'imagine que vous avez dû gagner en vitesse. C'est pas sûr. C'est surtout qu'on n'a pas tellement eu le choix. Le numérique, ça permet d'aller plus vite, mais ça donne l'idée aux productions qu'on peut faire beaucoup plus de choses tout seul et en même temps. Ce
Et j'ajouterais qu'on y a été forcé. La révolution numérique a forcé les producteurs à aller plus vite, les partenaires financiers à donner moins d'argent. Et comme dans toutes les corporations, on nous demande de travailler plus vite. Il faudrait avoir le plan de travail alors qu'on n'a pas de décor ou on n'a pas les comédiens. Voilà, donc c'est un peu toujours la même chose. Mais effectivement, le numérique a révolutionné la chose. Quand je voyais les documents, moi au début de ma carrière, je dois avoir dans ma cave encore des documents qui ressemblent à ça. Mais il faut les donner instantanément. Oui, j'ai un gros tri à faire, Delphine, j'essaierai de le faire. Mais je veux dire par là que tous ces beaux documents à la main et tout ça, c'est presque fini. Même nos cahiers de notes, on prend quelques notes, mais tout le reste est dans l'ordinateur et c'est compliqué. Les plans de travail sont aussi beaux parce qu'ils sont sur Excel ou autre, mais ça n'a pas le charme de ce qu'on faisait à la main. Moi, je me rappelle le premier plan de travail que j'ai vu. On reportait ça sur un grand calque, comme disait Jérôme, et puis on allait chez AZ Repro aux Champs-Élysées faire des plans de travail d'architecte. Tout ça à la main, ça prenait du temps, alors que là, c'est vrai que le plan de travail prend du temps, mais enfin, avec l'ordinateur, clic-clac, on change un chiffre, une journée, c'est beaucoup plus rapide, et on imprime à 4, à 3, à 12, comme on veut. Mais oui, ça va plus vite, mais ça nous a aidés aussi. Mais c'est pareil, avant, on était en pellicule, on mettait 1 minute 30 pour changer de bobine. Maintenant, c'est 45 secondes pour que la carte fonctionne. Donc, tout va plus vite. C'est-à-dire que si je pensais, comme les préparations sont plus courtes, c'est aussi ça qui a amené beaucoup des repéreurs qui commencent avant nous. Parce que la préparation étant courte, on ne peut pas commencer une préparation sans avoir le décor principal. Alors qu'avant, les préparations étaient plus... Enfin, c'est très compliqué quand même. Ouais. Ça devient très compliqué. Avant, les préparations étaient plus longues et le deuxième pouvait commencer en même temps que le premier et le décor principal était cherché à ce moment-là. Voilà. Donc, mais oui, ça a changé. Hein. On a la chance d'avoir Jean-Marie Drejoux, un grand chef opérateur qui est là. Et on a fait Les Enfants du Marais ensemble avec Jean Becker. J'ai fait moi-même des repérages. On était 3 à faire des repérages dans le premier instant. Donc j'avais fait une étude, un plan de travail et on m'a envoyé 3 mois dans la région de Lyon pour faire des repérages. Et bon, pendant ce temps, le plan de travail attend, et les dépouillements, les listes attendent, parce qu'il fallait trouver ces décors. Et maintenant, c'est fini, il y a les repéreurs, on arrive, nous, on nous présente des décors, on nous présente un repéreur, on ne sait pas quel a été le brief, on n'a pas les indications de metteur en scène, on n'a pas les mêmes, et surtout, on a notre avis sur comment il faut tourner le film, et si ce décor qui est formidable, est-ce que c'est vraiment le décor du film ? En fait, c'est vrai que c'est un rôle qui se délite un peu avec le temps. Et ça devient une espèce de prestation de service. C'est marrant, moi ça me faisait marrer parce qu'à une époque, quand j'étais encore assistant, on m'appelait beaucoup pour faire des plans de travail d'études de films. Alors ça c'était génial parce que donc vous restiez 1 semaine chez vous, puis vous faisiez un plan de travail d'un film que vous ne feriez pas par la suite. Donc là, imagine de vous dire que la signature, elle n'était pas sur le plan de travail, vous ne vous engagiez à rien. Et vous disiez, oui, bon, alors ce scénario, on peut le faire en tant de semaines. Et puis là, voilà, vous aviez un salaire, c'était parfait, quoi. Mais c'était pas vous qui étiez sur le plateau, convoquer les acteurs, organiser les journées. Voilà, ça devient un peu de la prestation de service. C'est ce que, à l'époque, les assistants réalisateurs allaient au théâtre, faisaient le casting. Donc forcément, les comédiens savaient qu'ils travaillaient grâce à eux. Et le respect n'était pas du tout le même. De la même façon qu'en effet ils faisaient les repérages, donc voilà, c'est l'évolution de ce métier, l'arrivée des moyens techniques qui ont fait qu'on en est là. Mais je pense que nous, c'est important aujourd'hui de résister à tout moment, parce que j'ai l'impression que bientôt, nous, metteurs en scène, on nous dira mais non, tu n'emmènes pas ton assistant réalisateur en repérage technique. Moi, on me l'a déjà dit, hein. Donc voilà, mais c'est pas possible, quoi. Il faut qu'on résiste un peu quand même, je pense. Avec l'apparition du phénomène des séries, là, qui devient vraiment très important, est-ce que vous avez noté des différences d'organisation entre ce type de tournage, entre un tournage de long métrage et un tournage de série ? Alors Joker, parce que je n'ai fait que du long métrage, désolé. Moi, ce que je peux vous dire, en tout cas, parce que j'ai eu ce cas quand j'ai préparé mon film sur les chemins noirs, où j'ai composé une équipe de 10 personnes, où vraiment il s'agissait d'emmener... de choisir les gens, parce que c'est un peu comme un équipage de bateau, il faut pas se tromper sur les gens avec qui on va traverser cette France.
j'ai été vraiment confronté à beaucoup de techniciens qui maintenant, en effet, parce que parce que en fait, ils font de la série, ils font du long métrage, et même encore tous les longs métrages ne se ressemblent pas dans leur manière, dans l'artisanat, dans la production. Alain le dit, il a fait plusieurs films de Michael Haneke, par exemple. Donc là, si demain Michael l'appelle pour faire un film, il y a déjà une histoire qui est construite. Donc ça change énormément le rapport. Donc je pense que l'arrivée de ces plateformes, l'arrivée des séries dans l'industrie du cinéma a modifié un peu nos rapports. C'est-à-dire qu'on a l'impression que chaque technicien est un peu interchangeable. Et vous avez l'impression aussi parfois que, je ne vais pas donner de poste, mais que le technicien présent sur le plateau, aujourd'hui il est avec vous, puis demain voilà, il fait une série pour France 2. Donc finalement votre film n'a pas plus d'importance que la série qui va faire le lendemain. C'est moins corporatif, c'est moins nous on a vraiment vécu des films où on était une famille en quelque sorte et prêt à tout donner pour que le metteur en scène ait ce fameux plan voilà. On peut peut-être rajouter aussi par rapport aux séries, comme les durées de tournage, de préparation sont beaucoup plus longues, un technicien peut préférer aller vers une série. Donc ça segmente quand même vraiment le travail, le marché du travail. Mais ça le sature aussi, c'est-à-dire qu'il y a tellement de séries qui se tournent et c'est des temps très longs que par moment, quand on cherche à constituer une équipe, il n'y a aucun technicien de libre. Ou celui qui est libre sort de 6 mois de série, il dit je m'arrête 3 mois. Celui qui est libre, c'est pas le meilleur. Non, je déconne. Non. En tous les cas, c'est vrai que j'ai eu le cas dernièrement où on n'arrivait pas à trouver d'accessoiristes et tout ça parce que les gars étaient pris et qu'au bout de 6 mois de série, les gens, normalement, c'est normal qu'ils veuillent se reposer un peu. Donc voilà. Donc ça sature aussi le marché du travail. D'ailleurs, j'en profite pour revenir sur ce qu'a dit Jérôme Briard tout à l'heure. On est désolé de n'avoir que des représentants du sexe masculin sur cette estrade, mais toutes les assistantes réalisateurs étaient prises. Était embauché par. Mais si vous consultez le site de la FAR, vous verrez qu'il y a beaucoup de femmes assistantes réalisateurs. Mais il y a quand même une question qui m'intrigue en vous écoutant depuis tout à l'heure. C'est donc tout ça est extrêmement bien organisé, bien paramétré. Mais quelle est la part de liberté finalement quelle est la part de liberté de l'improvisation, par exemple, sur un tournage Est-ce que c'est permis comment vous gérez ce type de cas? Alors, quand on parle d'improvisation, on ne va pas d'un coup faire n'importe quoi. On improvise parce que, pour revenir à ce que expliquait Jérôme, une bonne préparation, voire une très bonne préparation, c'est 90% de réussite au tournage. Donc une fois qu'on a tous les paramètres en main, s'il nous arrive un pépin, on sait comment jongler et on sait comment retomber sur nos pattes. Enfin, en tous les cas, faire en sorte que le film continue à tourner et que le metteur en scène soit content, parce que le comédien est libre, il est là, il n'est pas là, parce que tous ces paramètres-là, il n'y a que nous qui les avons. Si le directeur de production, lui, il a tous les contrats. Mais s'il faut, dans la demi-heure, changer de séquence, on ne va pas aller chercher le directeur de production. C'est l'assistant qui dit « oui, on peut faire ça, on peut faire ça ». Donc l'improvisation, elle démarre là. Mais dans la journée de travail, on n'a pas beaucoup... Si, on s'amuse, c'est avec la figuration, je dirais. Enfin, on s'amuse, on travaille beaucoup. Mais enfin, c'est vrai que c'est plutôt kiffant de faire une charge de 400 soldats plutôt que de faire, je sais pas, une scène à 3 figurants qui sont là en train de passer derrière une vitre. Voilà. Donc oui, on peut s'improviser. Je me rappelle, à nouveau sur Les Enfants du Marais, j'ai fait la surprise à Jean Becker un jour sur une scène de marché, je lui avais pas dit, de faire passer une voiture de pompier d'époque dans la séquence. Et là, il est venu me voir et il m'a remercié. Voilà, ça c'est un peu le kiff de l'assistant. Mais je pensais au tournage de Denis Imbert, par exemple, tout le tournage ne se déroule pas comme du papier à musique, en quelque sorte. Il peut y avoir, surtout quand vous tournez dans la nature, dans les montagnes, il peut y avoir des choses que vous, réalisateur, ex-assistant réalisateur, voulez faire. Et comment ça se passe, en fait? C'est justement, je pense que c'est le tournage le plus frustrant que j'ai vécu. Parce que la possibilité, et d'ailleurs c'est ce qu'on demande à l'assistant réalisateur, c'est le cinéma, c'est l'art de pouvoir refaire, en fait. Et s'il y a vraiment eu un problème sur une séquence, voilà, on voit les rushs et on la retourne. Même si économiquement aujourd'hui ça se fait de moins en moins. À l'époque, on ne démontait pas les décors tant qu'on n'avait pas développé la pellicule. Mais il y a quand même cette possibilité en cas de catastrophe, de pouvoir refaire. Et en revanche, là, nous, on était tenus à avancer, puisqu'en fait, c'est un tournage en mouvement. Et donc, avec jamais cette possibilité d'attendre. On parlait tout à l'heure de météo. Moi, j'aime beaucoup, justement, quand la nature, voilà, le lien de la météo
aux problématiques du film. Et malheureusement, voilà, si tel jour, sur tel décor, il pleuvait, on tournait sous la pluie. Mais on avait préparé les choses de façon à pouvoir réagir en fonction de ce qui nous arrivait. Mais c'est vrai que ça a été très frustrant parce que j'étais tenu d'avancer. Donc il y avait un sentiment à la fois d'une extrême liberté, cet équipage, cette cordée, donner des déplacements très, très aisés. Il n'y avait pas de contraintes techniques, très peu. C'est une caméra à épaule quasiment tout le temps. Une seule personne au son quasiment tout le temps. Donc voilà. Et en même temps, il y avait cette contrainte énorme de subir cette avancée. Je vais juste, par rapport à cette liberté, citer Bernard Stora, qui a écrit la préface d'un très beau livre de Valérie Autenin-Girard, qui a été édité à la FEMI, s'appelle L'assistant réalisateur. Et Bernard Stora écrit dans cette préface: c'est en matière de cinéma, l'organisation n'a d'intérêt que si elle s'exerce au bénéfice de la création, si elle donne plus de possibilités, plus de souplesse, plus de liberté à la mise en scène. L'assistant, avec le directeur de production, le régisseur et d'autres, doit organiser, planifier, prévoir, mais la qualité de cette organisation se jugera finalement à la capacité plus ou moins grande qu'elle offrira de sortir de ce qui était prévu, de changer d'avis, d'improviser. Voilà. Ouais, alors moi je voudrais juste, je pense que ça dépend, nuancer un petit peu, ça dépend aussi des projets, des réalisateurs, c'est-à-dire il peut arriver qu'un réalisateur, en fait c'est une question d'équilibre, c'est-à-dire que tout ce qu'on va organiser, tout ce qu'on va prévoir, c'est pour que lui, il ait ce qu'il demande. Mais si le réalisateur préfère improviser, quitte à devoir se soumettre à des impondérables qu'il n'a pas choisis, c'est jouable aussi. Ensuite, on peut vraiment m'arriver sur un des projets de donner des jalons en disant voilà, telle séquence où j'ai besoin d'un décor bloqué, où il y a des véhicules ou beaucoup de figurations. Tu sais que ces jalons-là, tu peux pas les déplacer. Par contre, à l'intérieur de ça, dans cette semaine-là, sur ces 3 jours-là, si tu veux changer des choses, jusqu'au dernier moment, je pourrais le faire. Mais tu sais que c'est aux dépens d'un certain confort. Tu pourras pas me dire « je voulais ça ». C'est d'ailleurs très important, et cette notion-là est très importante. C'est ce que disait Alain tout à l'heure, c'est que quand on a fait une très bonne préparation, on est capable de pouvoir réagir à des modifications, parce que il y avait une technique parce qu'à un moment ça ronronne un peu, quoi. C'est-à-dire que tout le monde s'est installé. Aujourd'hui, on a tous les documents en main, on a le plan de travail, les feuilles de service, on sait précisément ce qu'on va faire dans 4 jours, 5 jours. Donc c'est bien parfois de mettre un gros coup de pied dans le jeu de quilles. Et là, tout le monde est démobilisé, la costumière est perdue parce qu'elle avait pas prévu les costumes de tel rôle, tel jour. Et on dit non, finalement on change tout, on tourne pas cette séquence, on tourne celle-ci. Et là, hop là, et tout le monde se remet un peu du sang neuf dans l'équipe, et c'est pas mal non plus. Je vous dirai jamais que j'ai dit ça ici, bien évidemment. On aurait pu interroger Costa. Malheureusement, il avait une réunion et comme il vous l'a dit, il a été obligé de nous quitter. Mais lui, il a à la fois travaillé donc en tant qu'assistant réalisateur, en tant que réalisateur, mais surtout il a travaillé en France et aux États-Unis. Donc je voulais vous demander par rapport à cela, est-ce que le statut d'assistant réalisateur en France est un peu privilégié par rapport aux autres pays européens et surtout par rapport aux États-Unis ? Alors, privilégié, je crois pas. Je connais pas beaucoup ce qui se passe en Europe. J'ai eu la chance d'aller tourner une fois aux États-Unis, donc j'avais un co-premier assistant réalisateur, et ça n'a rien à voir avec ici. C'est-à-dire que comme avant, les gens étaient en costume cravate et étaient respectés. Aux États-Unis, le premier assistant, alors c'est un terme un peu militaire, mais c'est le sergent-chef, mais qui est respecté. C'est-à-dire c'est vraiment lui qui donne le tempo, et toute l'équipe l'écoute. Voilà, nous en France, on a été un peu dépréciés à une époque. Quand j'ai commencé, moi, on était l'assistant, c'était le moment où justement on professionnalisait ce métier et on nous retirait des prérogatives et tout ça. Donc on était un peu faiseur de plan de travail et de faire tourner le feuille de service et de faire tourner, quoi. J'ai constaté depuis quelques années que effectivement la mentalité de la production, des équipes, des techniciens revient un peu à ce que on se rend compte que le premier assistant, c'est pas qu'un mec qui brasse de l'air et qui gueule fort sur un plateau, quoi. C'est vraiment la base, et c'est lui qui fait que les choses sont là. Même si le producteur a réuni l'argent et le casting, même si le réalisateur a écrit un beau scénario, même si le directeur de production engage des gens.
la personne, le point vraiment le point central, c'est l'assistant réalisateur. Donc je pense que oui, on n'est pas privilégié, mais on est un peu mieux considéré. Aux États-Unis, très respecté. En Europe, je ne sais pas. En tous les cas, ce qui est sûr, c'est qu'aux États-Unis, c'est beaucoup plus hiérarchisé, en fait. Alors qu'ici, c'est plus informel. Mais du coup, ça permet plus de liberté. Et encore une fois, si quand vous êtes assistant, vous n'avez pas compris quel film voulait faire le réalisateur, bah forcément, il va y avoir des frictions. Parce que ce qui est important, c'est pas finalement de répondre. C'est normal. De toute façon, c'est un plateau, c'est que des gens qui ont des demandes, des exigences, des priorités. Mais à un moment, il faut juste penser que ce qui compte quand même, ça va être la priorité du réalisateur. Et d'être là, d'être capable de défendre cette vision, de la comprendre, même lui, encore une fois, de lui permettre de l'exprimer pour aller au bout de ce que lui avait envie de pouvoir réaliser à ce moment-là. Donc ça c'est très important. Et c'est vrai que moi j'ai fait un film, justement, c'était le film avec Quentin Dupieux, qui était son premier film après non-film Steak, on l'a fait au Canada. Et je suis arrivé sur le tournage parce que Quentin avait viré justement le sergent-chef dont parle Alain, et qu'il ne pouvait pas travailler avec ce garçon qui appartenait, qui était vissé à la prod, et qui lui était là pour voilà, il y avait besoin de quelque chose de beaucoup plus informel dans l'échange, la complicité, et c'est comme ça que je suis arrivé sur ce plateau. Mais si on considère que sur un plateau, il y a, disons, plusieurs grandes personnalités comme le réalisateur, le directeur de la photo, le chef décorateur, vous êtes considéré comme étant le second, vous gérez tous ces caractères entre eux. Moi, enfin, connaissant un peu certains directeurs de la photo, je sais que parfois c'est très difficile d'établir un dialogue, de reconstituer des liens, de faire en sorte que tout se passe bien. Donc en fait, vous avez un diplôme de psychologue au départ ? Si on était payé au tarif de psychanalyste à l'heure, on serait riches, les assistants. Mais il y a une chanson qui s'appelle « Mets de l'huile », voilà. C'est un peu un résumé de tout ça, mais ce qui n'empêche pas non plus que l'assistant doit être très diplomate, effectivement, dans l'intérêt du film. Donc gérer la volonté et les espoirs et la volonté créatrice du réalisateur, tout en gérant ce qui peut passer dans la tête d'un producteur, d'un acteur très connu, d'un chef opérateur, d'un chef décorateur. Les chefs décorateurs, on ne les voit pas souvent sur le plateau. Ils sont là de temps en temps, mais ou d'une créatrice ou un créateur de costumes qui peuvent... Donc là, nous, on est là pour faire... pour huiler, ouais, vraiment. Mais avec l'équipe aussi, il n'y a pas besoin de... Il peut y avoir des accroches des accrochages avec un chef machinot ou un chef coiffeur, mais la priorité, c'est le tournage. Donc, c'est pas qu'on veuille avoir raison, c'est juste qu'il faut tourner. Mais il y a une chose très importante, et c'est marrant parce que ça me revient en écoutant Alain, c'est la voix, en fait. Vous savez, sur un plateau, personne ne parle, hein. Le seul qui parle, c'est le premier assistant. Alors, c'est moins le cas aujourd'hui. Ça, c'est pas mal démocratisé, ça aussi. Mais fut un temps, c'était le seul qui parlait à voix haute, c'était l'assistant. Donc, il est la voix du film. Et c'est vrai que c'est quelque chose, il faut que cette voix, elle soit juste. C'est-à-dire qu'à un moment, quand on demande le silence, il ne faut pas demander le silence si on n'est pas prêt à tourner. Parce que sinon, après, voilà, on est tous humains, quoi. Le mec, on dit, ouais, il demande silence, de toute façon, ils sont pas prêts, laisse tomber. Bon. Donc ça, ça a une influence énorme. Je trouve que souvent, c'est vrai qu'on dit qu'on tape un peu sur l'assistant, mais c'est vrai que si l'assistant est pas bon, bah, tout de suite, les problèmes apparaissent, quoi. Donc, alors qu'un bon premier assistant qui sait justement s'entendre avec un opérateur, faire le lien voilà, entre tout le monde, bah, ça marche, hein. Est-ce que c'est un métier qui a tendance à se féminiser aujourd'hui ? Je ne sais pas si c'est à tendance, mais il y a beaucoup de femmes dans le métier, de plus en plus, je crois. Et c'est bien, oui. Il y a très longtemps, nos premières consoeurs avaient du mal à s'imposer dans ce milieu très masculin, très macho. Parce qu'avant, les femmes étaient cantonnées à la script, maquilleuses, coiffeuses. Il n'y avait pas beaucoup de machinettes, pas beaucoup d'électrettes. Pas beaucoup de réalisatrices, mais il y a de plus en plus de femmes assistantes et elles arrivent à faire leur place. Et c'est toujours pareil, c'est un respect. Qu'on soit homme ou femme, il y a un poste qui s'appelle premier assistant, qui est le responsable du plateau, en dehors de la préparation, qui doit être respecté et qu'on doit écouter. Et c'est pas parce qu'on est homme ou femme qu'on doit moins écouter ou moins respecter la personne. Donc c'est aussi une discipline de l'équipe et il faut qu'on l'impose.
même nous, hommes, on doit s'imposer comme chef, ou en tous les cas responsable, et que c'est nous qui savons ce qu'on fait et pourquoi on le fait. Donc voilà, c'est un peu plus difficile pour les femmes, mais elles y arrivent. Il y a de très très bonnes assistantes. J'ai regardé, je me suis amusé à compter un peu sur le site de la phare. Dans les premières assistantes, il y a 62% d'hommes. Chez les deuxièmes assistants, il y a 50%, enfin 48% de femmes. Et chez les auxiliaires, il y a 22% d'hommes. Donc on peut imaginer que l'avenir que c'est en train de se féminiser. Et l'égalité de salaire est respectée, bien entendu. La convention collective. Je crois, puisque de toute façon, le minimum syndical, enfin, dans la convention collective, le salaire est indiqué pour le poste de premier assistant, donc qu'il soit homme ou femme, c'est la même chose. Après, de gré à gré, ça dépend de l'expérience et tout ça, mais à la base, c'est la même chose. Mais c'est vrai que c'est important qu'il y ait des femmes assistantes réalisateurs ou réalisatrices d'ailleurs. De la même façon qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de chefs opératrices, et c'est très important. Moi, pour mon film, j'avais plus que jamais le désir d'avoir une chef-op, une femme opératrice, parce que je trouvais ça important que Jean Dujardin soit filmé par une femme, qui est Magali Sylvestre de Sassy, que j'ai rencontrée d'ailleurs quand j'étais assistant, puisqu'elle a été longtemps l'assistante de Christophe Offenstein. Et le fait d'avoir Magali comme chef opératrice sur le film me permettait de prendre un premier assistant, mais si j'avais pas trouvé de femme opératrice pour le film, j'aurais sûrement pris une assistante, parce que je voulais que l'équilibre soit respecté, et surtout voilà que le dialogue soit ouvert à parité en fait, parce que je me serais mal perçu dans la montagne à 10 mecs en train de marcher avec une caméra sur le dos, quoi. C'était pas la même chose. On va terminer sur un dernier point avant de laisser le public poser des questions sur un point très important. En fait, c'est votre implication artistique. Voilà. Vu de l'extérieur, on se demande quelle est votre part de liberté justement pour créer, pour apporter de l'art aussi dans un film. Quelle est votre liberté à ce stade ? Enfin, j'imagine qu'une réponse est impossible puisque ça dépend évidemment des réalisateurs. Ouais, c'est ce que j'allais vous dire, oui, ça dépend d'abord du réalisateur, de la relation qu'on a avec lui ou elle, de la complicité, si c'est la première fois ou la troisième fois, et puis je dirais que au cas par cas, on s'adapte et on suggère. Ou ça peut nous arriver aussi que d'un coup, le réalisateur ou la réalisatrice se tourne vers nous et dit « Qu'est-ce que tu en penses ?» Et là, il faut être soi-même et dire ce qu'on en pense. Comme quand on fait un plan de travail, on fait le plan de travail en conscience, donc c'est pareil. Donc la part artistique, elle ne se voit pas, mais elle existe, même si dans la convention, ils ont oublié de le mettre. Donc c'est au début du tournage, en fait, que vous sentez que vous avez une marge de manœuvre ou pas ? Ah non, mais c'est bien plus tôt que ça. C'est pendant la préparation. Cette préparation qui, comme son nom l'indique, sert aussi à créer ou à continuer cette complicité avec le ou la metteur, réalisateur, réalisatrice. Et c'est grâce à ça, à cette relation qui se crée ou qui se continue, qu'on peut avoir pas une liberté, mais en tous les cas, oui, on a le droit de parole. Enfin, on est... C'est écrit dans la version cadre et on est un élément essentiel de l'équipe du film. Donc, que ça soit en face du réalisateur ou en face du producteur, on peut donner son avis et surtout si on nous le demande. Alors, moi, je rajoute encore quelque chose. Parce qu'Alain, il fait que des gros films, donc il voit les choses de manière... J'ai aussi fait des petits films, non. J'ai eu le César du meilleur premier long métrage, donc j'ai fait des petits films. Donc, toujours est-il que sur une grande part des films, et notamment des premiers films, en fait, notre impact artistique est énorme, parce qu'il n'y a pas les moyens de faire le film que le réalisateur imagine. Et c'est dans la prépa et dans la pré-prépa dont on parlait tout à l'heure, que va se jouer un travail éventuellement de réécriture, un travail d'adaptation et des solutions à trouver avant même que le tournage commence, pour que le film qu'on va tourner, et qui ne sera pas celui qu'il a écrit, soit le meilleur possible. Et là, ce travail-là, il se fait forcément avec un assistant réalisateur, ou une assistante réalisateur.
Et moi, je peux rajouter que je pense que c'est une des qualités principales de l'assistant, mais comme de tous les collaborateurs du film. C'est encore une fois vraiment la technique. Je dis ça devant Jean-Marie Drejoux, même la caméra. Enfin, aujourd'hui, on s'en fout en fait. C'est pas tout le monde arrivera à faire une belle image, mais par contre, d'avoir compris un film, d'être capable de raconter c'est quoi le film au-delà du scénario, c'est à quoi va servir ce plan. Pourquoi on tourne cet axe maintenant, qu'est-ce que raconte cette séquence dans un film, dans un scénario, enfin voilà, pourquoi elle est là à ce moment-là. Enfin tout ça, ça n'a pas de prix, enfin c'est primordial. Et si vous êtes en face de collaborateurs qui n'ont pas ça, vous n'êtes pas épaulé, vous n'êtes pas accompagné. Alors évidemment, encore une fois, il ne faut pas être un mauvais chef opérateur, il ne faut pas techniquement être voilà, mais c'est pas ce qui fait les compétences, vraiment pas. Magali Sylvestre Sassi, j'ai vu beaucoup d'opérateurs, c'était son premier film, mais à un moment elle m'a parlé du scénario comme personne ne m'avait parlé du scénario, et j'ai dit ok, elle a compris le film. Donc voilà, je pense que c'est ça qui est important, et c'est pour ça que les jeunes qui sont là, j'ai envie de leur dire allez au cinéma, allez voir des films, allez voir des expositions, nourrissez-vous quoi. Parce que vous allez être un partenaire du metteur en scène, et il faut être capable de parler pendant les repérages, capable d'accompagner sur des choix de costumes, des choix de décors, avoir vu des pièces de théâtre, parler aux acteurs. Enfin tout ça, il faut avoir une nourriture quand même. On n'est pas que des presse-boutons, c'est ce qu'on dit chez nous. On n'est pas là que pour avoir un toki. C'est pas ça le métier. Et surtout, allez à la Cinémathèque. Venez. Restez à la Cinémathèque. Donc voilà, vous avez la possibilité de poser des questions à nos invités. Bonjour, merci, c'était très intéressant. Donc c'est pas une question, c'est juste une information. Quand vous avez parlé de formation, vous avez cité des écoles, en particulier privées. Je voudrais faire savoir s'il y a des jeunes intéressés qu'il y a une formation publique, donc gratuite, à l'Université de Poitiers, qui s'appelle le Master Assistant Réalisateur, qui existe depuis 10 ans, que je dirige. Donc s'il y a des jeunes intéressés, voilà, c'est une formation très professionnalisante. Il y a des stages inclus, donc pour répondre à ce que disait Denis Imbert, les deux ne sont pas incompatibles. Il peut y avoir formation plus stage. Et je suis là avec 2 étudiantes, donc avis aux intéressés. Voilà. Oui, bonjour, merci pour cette présentation. Moi, j'ai une question par rapport à plutôt en fait comment ça se passe sur le plateau concrètement. Dans cette mesure où on a parlé un peu de l'approche un peu américaine de cette autorité, comment on peut construire notre autorité sur le plateau. Donc, vous avez mentionné aussi que il y a déjà cette résistance qu'on peut avoir pendant la phase de préparation de tournage. C'est-à-dire, en fait, par exemple, on peut essayer de participer plus au repérage, être plus présent pour l'équipe entière. Mais concrètement, en fait, sur le plateau, comment vous voyez votre construction de votre autorité en sein d'équipe et aussi, voilà, question gueuler, pas gueuler. Comment ça se passe pour vous, voilà, sur le plateau et comment cette autorité elle se construit pour vous? Alors, en ce qui me concerne, pour moi, il y a 3 vecteurs d'autorité. Le premier, le principal, c'est le réalisateur. C'est-à-dire à partir du moment où l'équipe sait que je suis le binôme du réalisateur, voilà, ils vont pas m'emmerder. La deuxième, c'est la connaissance intime du scénario et qui fait que je le connais mieux que quiconque sur le plateau. Parfois même mieux que le réalisateur, et qui me permet c'est comme un bon prof de mathématiques, qui à partir du moment où il sait répondre aux questions, il a une autorité naturelle qui émane de lui. Et le troisième, c'est que le plateau, ils sont tous les uns avec leurs priorités face aux autres, et qu'au-delà du rôle d'autorité, c'est plus un rôle d'équilibre qu'il faut maintenir, et dans la mesure où c'est comme ça le monde, dans la mesure où cet équilibre est juste, c'est assez facile de devenir l'arbitre face aux autres. Oui, puis ça sert à rien de gueuler. Il faut savoir varier, en fait. On parle normalement. Puis à un moment donné, il y a du bruit, alors c'est justifié de parler fort. Et il y a des moments de tension où il faut parler fort pour que les gens s'arrêtent de parler, justement, pendant les prises. Ou de faire autre chose que ce qu'on est en train de faire. Le Candy Crush pendant qu'on tourne, moi ça m'agace. Parce que même si je regarde ce qui se passe devant la caméra, je regarde aussi ce qui se passe à côté de moi. Et c'est vrai qu'il y a certains techniciens qui sont un peu gonflés, je trouve, surtout quand je sais qu'ils sont mieux payés que moi.
N'allez pas chercher, ça, je crois que c'est HMC, ça s'appelle. Bon, bref. Je ne règle pas de compte, je suis passé au-delà depuis, mais... Je crois que nous avons avec nous la confrérie des maquilleuses-coiffeuses qui sont au dernier rang de la salle. Et l'autorité, elle passe aussi par ça, vous voyez. On peut faire des scènes très compliquées et puis on peut détendre l'atmosphère. Et alors j'en reviens un peu au monsieur qui était sur la photo avec moi là, avec qui j'ai eu la chance de faire 4 longs-métrages. Un jour, il m'a dit « Je ne comprends pas comment moi, qui suis un pessimiste professionnel, je m'entends aussi bien avec toi qui es un tel optimiste. » Et ça, c'est un beau compliment. Bonjour, je m'appelle Charlotte Arnaud, j'ai fait la formation au CFPF. Ma question, c'était sur le passage du second au premier, en fait. J'ai souvent entendu que c'était 2 métiers qui finalement étaient très différents. Et pourtant, c'est l'évolution logique. Donc, c'est un peu comment, quand on est second, on apprend à être premier et comment se fait la transition. Je dirais d'une manière finalement assez simple, parce que le second est quand même quasiment tout le temps collé en préparation. En tournage, c'est encore autre chose parce qu'il s'occupe beaucoup de continuer un peu la préparation, de prévoir le lendemain, etc. Il a un travail de back-office un peu. En préparation, on est quand même quasiment tout le temps ensemble, donc il suit toute l'avancée du premier, il suit toutes les conversations, toutes les discussions que nous avons au téléphone. Il est vraiment en préparation, partie prenante complètement du premier assistant. Donc le passage lui apparaît naturel à un moment donné. Ce qui est le plus compliqué dans le passage au poste de premier pour le second, c'est un peu le changement de contact un peu. Voilà, parce que c'est plus les mêmes personnes qui nous contactent, etc. Avant, ces clients, c'était des premiers ou premières assistantes. Après, ça devient les réalisateurs et directeurs de production. Donc ce passage-là est un peu plus compliqué, mais une fois qu'il est enclenché, normalement ça va, il n'y a pas de problème. En tout cas, il apprend très bien le métier auprès de la première. Oui, je crois qu'il y a un partage pendant la préparation, c'est un partage, c'est un travail à 2 aussi. On est le binôme du réalisateur, mais le second est notre binôme. Et on peut garder un assistant, un second. Moi, j'ai gardé un second assistant qui ne voulait pas passer premier pendant 20 ans. Et puis là, d'un coup, il a eu envie de passer premier. Mais c'est toujours pareil. Quand on est stagiaire, on a une certaine tâche à faire, mais ça nous permet d'observer des choses. Donc, on apprend tous les métiers du plateau. Et puis, quand on est second, on apprend en regardant son premier travailler, et puis les autres aussi. Et puis, le jour où on doit passer premier, ça se fait naturellement. La seule différence, je suis d'accord avec Jérôme, c'est l'affrontement avec les autres personnes. C'est-à-dire que d'un coup, quand on est second et qu'on parle au metteur en scène, on en parle comme second. Quand on s'affronte au réalisateur lorsqu'on est premier assistant ou au producteur, c'est pas le même rapport. C'est ça qui est un peu compliqué, je pense, pour le passage. Sinon, le reste, c'est très naturel. Il suffit de sauter dans le grand bain, quoi. Bonjour, j'avais une question sur le lien que vous entretenez un peu avec votre équipe mise en scène, que ce soit le 3e ou le second. C'est vrai que j'ai parlé avec pas mal d'assistants mise en scène. Il y a 2 écoles, il y en a qui préfèrent travailler avec les mêmes personnes parce que ça se passe bien et on gagne du temps, etc. Et je comprends tout à fait ce point de vue. Il y en a d'autres qui préfèrent travailler avec des personnes qui ne connaissent pas. Peut-être, est-ce que votre lien, vous préférez que ce soit la complicité qui joue ou quelque chose de plus formel, voilà. Moi, encore une fois, j'ai envie de dire que chaque personne ne correspond pas à tous les films, en fait. Et j'aime bien, moi, l'idée que ce soit très démocratique et de se remettre en cause, parce qu'à un moment, moi, j'ai travaillé avec un premier assistant qui s'appelle Alain Arthur, qui avait travaillé avec Piala, justement, qui était une des grandes figures de ce métier quand j'ai commencé. Et voilà, j'ai fait plusieurs films avec lui, mais à un moment, j'ai eu envie d'avoir d'autres expériences, d'avoir d'autres écoles. Et je pense que c'est important, c'est important de remettre ça en cause. On peut pas faire tous les films avec tout le monde. Et voilà, après, les Américains disent que vous, les Français, vous travaillez avec vos amis, nous, on travaille avec les meilleurs. Voilà, c'est... Mais encore une fois, ça dépend de la personnalité de chacun. C'est que, comme je vous disais, moi, mon assistant ne voulait pas passer premier. On s'entendait tellement bien que ça roulait vachement. Et donc, c'était beaucoup plus facile pour travailler.
Et puis, comme j'ai eu la chance de faire des films très différents les uns des autres, lui aussi, il a profité de cette expérience. Donc, comme notre base de métier, c'est l'adaptation, on s'adaptait à chaque projet. Et voilà, donc ça dépend un peu de chaque personnalité, du premier assistant, et puis de la volonté du second de rester, pas rester. Moi, j'ai formé des gens qui sont maintenant premier assistant. Denis a été mon troisième. Brice aussi, j'étais l'assistant de Costa. Enfin voilà, c'est au coup par coup et ça dépend de la personnalité. Bonjour, du coup je suis avec les deux étudiants et du coup du master assistant réalisateur dont on parlait tout à l'heure. Et d'ailleurs s'il y en a qui ont des questions, n'hésitez pas à nous les poser après. Mais pour l'instant c'est nous qui avons des questions. On a beaucoup aimé, je dis on parce qu'on en a un petit peu discuté aussi entre nous, mais vous parlez beaucoup du rapport avec le réalisateur et c'est un truc qui nous fait un peu rêver de pouvoir discuter à ce point du scénario, de pouvoir apporter un peu notre pierre aussi pour accompagner artistiquement le film. Et je sais que dans notre formation on a rencontré plusieurs réalisateurs. Il y en a qui nous disaient aussi que certains réalisateurs n'appréciaient pas du tout cet échange. Enfin, certains préféraient avoir cet échange par exemple avec la script et du coup avec l'assistant réalisateur était beaucoup plus formel et technicien qu'artistique, on va dire, pour sortir les gros mots. Et je veux savoir, est-ce que ça vous est déjà arrivé? Et si oui, comment vous faites? Quel est votre travail du coup? Moi, je vais rebondir tout de suite parce que c'est vraiment quelque chose qui m'intéresse particulièrement. Et si vous voulez, je pense qu'il y a ce que je pense tous les garçons, parce qu'on est des garçons aujourd'hui, mais il y a plein de filles, mais aujourd'hui on est des garçons. Tous les garçons ici savent de quoi je parle. C'est-à-dire que il faut faire preuve de psychologie en fait. Vous savez, un metteur en scène, quand il arrive le matin sur un plateau, même s'il a travaillé, même si c'est Costa Gavras qui connaît ou Michael Haneke qui connaît son découpage sur le bout des doigts, si vous assistant vous arrivez, vous lui sautez dessus. Bon alors, par quoi on commence? C'est quoi? Tu mets où ta caméra? Évidemment que ça marche pas. Et ben c'est pareil pour le scénario. Il faut c'est pour ça, c'est vraiment cette main de fer. Voilà, c'est la douceur dans un gant de fer, quoi. C'est vraiment à faire preuve de psychanalyse, de psychologie. Et moi, je pense que vous pouvez tout aborder avec un metteur en scène, mais il faut pas à n'importe quel moment. Il faut le laisser peut-être prendre un peu d'élan. Et puis, comme ils l'ont tous dit, à un moment, il propose quelque chose, mais c'est au bon moment. Et puis forcément, ça peut fonctionner. Bon, puis quelquefois ça nous arrange, parce qu'on a tellement de choses à faire sur un plateau, on n'a pas l'impression, mais s'il va demander à la script ce qu'elle en pense, nous pendant ce temps, on a là notre 3 minutes ou 20 secondes pour remettre la figuration en place. Donc voilà, il faut s'adapter. Donc un metteur en scène veut avoir une relation très proche, il faut garder ses distances, on discute artistique, on discute technique. S'il n'a pas envie ce jour-là, c'est pas grave. Nous, on a assez de choses. Et puis, voilà. Donc, voilà. C'est ça, le métier d'assistant. Il ne faut pas s'offusquer parce que de tout le film, il ne veut pas nous parler d'artistique. OK. On parle de technique, on parle d'autre chose. Et puis, on discutera du match de football devant la télé ce soir. C'est pas grave. Mais voilà, l'assistant, il n'est pas là non plus. Nous, l'assistance, c'est un des seuls métiers sur un plateau qui ne se fait pas cajoler par personne. Nous, on cajole. Je mets de l'huile, comme je disais tout à l'heure. Donc, je rabiboche l'accessoiriste avec l'acteur qui n'était pas content parce que la cigarette n'était pas au bon raccord, c'est pas quoi. Ou la script qui n'est pas contente parce que, j'ai oublié que le figurant retournait à droite et tournait à gauche. Voilà, mais donc, comme il y a plusieurs prises, ça ira. Donc, voilà. Nous, et on est une éponge en même temps, donc on absorbe ces bonnes ou mauvaises énergies. On est obligé de renvoyer de la bonne énergie, c'est tout. Et quand on a compris ça, voilà, je pense qu'on peut faire assistant tout le temps. Oui, il faut mettre son orgueil dans sa poche, mais ça, c'est pas grave. Il y a la vie ailleurs, le cinéma, c'est pas que ça. Hein. Il y a une vie en dehors du cinéma. Peut-être que la script paraît aussi quelquefois. D'abord, ça doit être un allié aussi pour nous, et enfin une alliée si c'est une femme. Mais elle fait moins peur, je dirais peut-être au réalisateur que l'assistant potentiellement. C'est-à-dire que elle pourra très facilement suggérer de faire 1 ou 2 plans de plus pour être sûr de la séquence, alors que nous, on pourrait trouver une solution peut-être avec un de moins pour contenter la production. Voilà. Donc il y a des intérêts qui sont pas tout à fait les mêmes, mais en tout cas une fois de plus, c'est le bon avancement du projet artistique qui compte, donc on travaille ensemble.
puisqu'on a la chance d'avoir un grand directeur de la photo dans la salle, Jean-Marie Drejoux, j'aimerais bien l'entendre sur... Est-ce qu'il t'est arrivé d'avoir des relations particulièrement compliquées entre le réalisateur, justement, et l'assistant réalisateur ? Moi, j'ai eu la chance de tous les films que j'ai faits de faire des préparations longues. Donc, du coup, je suis toujours en rapport avec les assistants. Et on apprend à se connaître sur la préparation. Donc, le long de ces longues préparations, en général, tout se passe bien. Non, je me souviens pas avoir eu j'ai fait un film avec Alain, j'ai fait un film avec Denis. Non, j'ai pas de souvenirs. Mais c'est vrai que nous, c'est notre allié principal. C'est-à-dire que tous les problèmes, on va en parler avec l'assistant ou l'assistante. C'est la première chose qu'on va faire, en fonction des problèmes à résoudre, et puis dans le cadre du budget qui nous est alloué pour faire le film. Donc c'est vrai que sur le plateau, je pense qu'après le metteur en scène, quand tu es assistant, la deuxième personne qui compte immédiatement, c'est le chef opérateur. Et c'est d'ailleurs un moment que moi j'appréciais particulièrement de sortir du cadre de la mise en scène, de lire le plan de travail avec le chef opérateur et d'essayer de comprendre quelles étaient ses priorités et d'aménager ce plan de travail en fonction des demandes du chef opérateur. Et c'est magnifique de pouvoir donner de la liberté de mise en scène à un réalisateur et de la liberté de lumière à un opérateur, parce que c'est du cinéma. En plus, il se trouve qu'on a fait un film avec Alain, un film avec Denis, avec un metteur en scène avec une forte personnalité, on va dire. Et souvent, on se regarde aussi ensemble pour canaliser nos énergies. Qui était ce personnage alors ? Jean Becquet. Et toujours. C'est vrai que les fortes personnalités ont tendance à souder. Ça a aussi beaucoup d'avantages. Ça soude une équipe, quand même. C'est même plus facile, je pense, d'être un bon assistant avec un metteur en scène exécrable que d'être un bon assistant avec un metteur en scène sympa. Bonjour, alors moi j'ai une question justement pour revenir sur comment on entre sur les tournages. Et notamment celui des must-have. Alors on sait que même un stage, par exemple en département caméra, on ne prendra pas quelqu'un qui n'a pas une certaine connaissance de la caméra. Étant régisseuse, moi je peux dire que le jour où j'ai mis 22 mètres cubes, conduite de 22 mètres cubes sur mon CV, d'un coup c'est ça qu'il faut avoir. Et quel est le truc à avoir quand on veut devenir assistant réalisateur ou autrice ? Est-ce qu'aujourd'hui, c'est l'outil à connaître, c'est Movie Magic Scheduling ? Et aussi, je voulais savoir, en termes de formation, alors notamment moi qui ai déjà fait des tournages, on vend souvent aussi les formations comme un toboggan direct dans les bras d'un tournage. Est-ce que c'est une réalité ? Et est-ce que du coup, il faut forcément en passer par là ? Et comment vous laissez entrer des personnes nouvelles dans votre équipe ? Parce qu'on le sait, il y a peu de choses qui finissent sous forme d'annonces claires auxquelles on peut répondre. Voilà. Je ne sais pas s'il faut avoir quelque chose de spécial pour être assistant. Un réveil. Je peux pas. Moi, quand j'ai accueilli quand j'ai accueilli des troisièmes ou des stagiaires, des auxiliaires comme on dit maintenant, parce qu'autant j'ai gardé mon second 20 ans, autant au cours des films, oui, parce qu'on partait dans une région ou dans une autre, on nous demandait de prendre quelqu'un d'autre, ou parce que la fameuse troisième s'est passée second avec un copain assistant, et donc la place était libre. Donc, on reçoit plein de CV. Moi, en ce moment, je reçois en gros un CV par jour. Je réponds plus parce que j'ai plus la force, mais désolé. Mais voilà, après, c'est une histoire de rencontre. On reçoit. Enfin, souvent, c'était mon second qui s'occupait de trier un peu les CV qu'on recevait. Il les rencontrait une première fois. Si ça marchait, moi, je la rencontrais aussi, la personne. Et puis voilà, ça a donné des collaborations qui ont duré quelques films. Mais je ne sais pas quoi dire. J'avoue que je suis démuni pour répondre à cette question parce que je ne vois pas. Il y a toujours ce facteur chance dans notre métier. C'est-à-dire qu'il faut être un peu au bon endroit, à la bonne heure. Moi aussi, quand j'ai débuté comme stagiaire régie, j'avais eu la chance d'avoir mes permis poids lourd et super lourd. Et ça a compté dans mon premier job. Voilà. Mais alors, conduire un 13 tonnes à la mise en scène, ça ne sert pas. Enfin si,
ça m'a servi en même temps, parce que j'ai rendu service à des copains de directeurs de production qui avaient... Les machinaux étaient partis, il fallait bouger les camions, et j'ai pris ma casquette de chauffeur, je l'ai fait avec plaisir, mais voilà, ça m'a pas amené à rencontrer un metteur en scène, non, c'est sûr. Donc je sais pas, et la connaissance des logiciels... Même si vous ne le connaissez pas en tant que troisième, si vous faites 2-3 films avec moi, vous connaîtrez... moi, je suis passé à Fuzzle Check depuis Movie Magic, mais voilà. C'est surtout une méthode de travail qu'on apprend. Mais je ne sais pas quoi dire. Je ne sais pas. Non, je n'ai pas l'impression qu'il faille quelque chose de spécial. Moi, je dirais juste que dans les CV, quand c'est vrai qu'on en reçoit beaucoup, il vaut mieux mettre le nom de la personne à qui ça s'adresse, déjà, pour éviter des gros... Voilà, éviter les fautes d'orthographe, et vraiment se relire et faire des mails concis, parce qu'on en reçoit tellement que c'est plus agréable de lire un mail court, efficace, et sans faute d'orthographe. C'est pas un must-have, mais quand même, c'est bien, hein. En tous les cas, moi, ce que je peux rajouter rapidement, c'est que quand vous êtes metteur en scène, vous sentez énormément les énergies de chacun. Et c'est vrai que quand il y a un trio comme ça, qui est très important, hein, parce que ces gens, ils sont pas là par hasard sur un plateau, le premier assistant, le second, l'auxiliaire, donc le troisième. Quand ça fonctionne entre eux, bah, c'est pas les mêmes films, mais de la même manière que quand le chef opérateur, il a la bonne équipe avec laquelle il y a, voilà, on sent que ça fonctionne, il y a une complicité, parce que vous ressentez toutes les énergies, et ça paraît un peu absurde comme ça, mais dès qu'il y a un problème, un gravier, un grain de sable qui vient dans la machine, tout de suite vous êtes le premier impacté finalement. Donc c'est, voilà, je comprends toute cette difficulté à trouver les bonnes personnes aux bons endroits quand on est premier assistant, opérateur, chef opérateur ou même régisseur général, parce que voilà, vous n'avez pas le droit à l'erreur, quoi. Les enjeux sont énormes. Moi, j'ai été assistant à une période où la plupart d'entre vous n'étaient pas nés, et j'étais surtout assistant de films d'auteur, ça veut dire de films fauchés. Et il se trouve qu'un jour, je suis appelé par un metteur en scène qui sortait d'un film, qui venait de livrer un film de 12h40. Et plus personne ne voulait produire des films pour ce monsieur. Et un de ses amis, un homme tout à fait charmant, me propose d'essayer d'aider cet homme à refaire un film. Et donc on réunit de quoi faire un film de 4 semaines en toute petite équipe. Et donc moi je respectais beaucoup ce cinéaste, ancien critique. Et on se met à tourner et il n'y a pas de scénario. Il n'y a pas de scénario, il y a 2 actrices qui imaginent une histoire et dont j'arrive à peu près à savoir grosso modo de quel genre de décor on aura besoin. Heureusement, il y a pas mal d'extérieur. Et le metteur en scène, quand on tourne à 9h, arrive à 9h moins 5 et il ne sait pas ce qu'on va faire. Alors les filles racontent ce qu'elles ont imaginé dans la veille. Et puis, ils discutent taille et tout ça, et au bout de 2 heures à peu près, on sait à peu près ce qu'on va faire, tout au moins on sait quel va être le premier plan. Alors, donc, quand on est en extérieur, ça se passe bien, etc., etc. Mais il y a un moment donné... Alors, en plus, on commence le film, je n'ai pas trouvé, parce qu'à l'époque, on faisait le casting, mais aussi les repérages, je n'ai pas trouvé la maison, qui est un décor qui doit faire, je crois que c'est 8 jours de tournage sur les 4 semaines, ça fait des semaines de 5 jours, ça fait quand même un décor important que je n'ai pas. Donc je lance le tournage en extérieur et je pars en repérage, etc. Et c'est totalement désespérant et je reviens le soir pour savoir ça s'est bien passé, vous avez pu faire ce que vous vouliez, etc., etc. Et puis, je dis, mais alors si on fait 9h, 6h et qu'on commence à tourner vers 11h, c'est un peu idiot. Alors, Jacques, si tu veux bien, on va faire midi, 7h30. Ah ben d'accord, très bien. Et il arrive à midi moins 5. Et c'est la même chose. Et donc, alors là, cette fois-ci, on finit à tourner à 10h du soir, etc., etc. Voilà. Donc, très vite, l'équipe ne peut plus supporter ce truc. Heureusement, on a un très très bon rapport avec les comédiens et notamment les 2 comédiennes principales. Ça se passe très bien, on s'amuse. Il y a un côté potage qui naît sur le truc et la haine du metteur en scène, etc. Et comme le metteur en scène est aussi assez couard, il n'y a pas vraiment d'éclat. On peut pas se mettre en colère contre lui. Ça glisse.
Et puis le film va à Cannes, il fait 3h40 et tout le monde est content. Non, 3h05. Le premier montage faisait 3h40. On avait 12 000 mètres de pellicule, c'est-à-dire qu'un rendu de 1 à 3, c'est-à-dire que c'est un metteur en scène qui ne coupe pas, parce qu'il est tellement stupéfait devant ce qui est né, indépendamment de lui, que c'est... Voilà. Donc ça veut dire que c'est... J'adhère à tout ce que vous avez dit, et j'ai souvent eu des metteurs en scène avec qui je me suis très bien entendu, mais même dans la haine, on peut arriver à faire quelque chose. Mais vous avez eu de la chance que moi j'ai des réalisateurs qui arrivaient une demi-heure après le prêt à tourner. Ne sachant pas ce qu'on allait faire. Enfin, ce qu'il allait faire. Ou démontant ce qu'on avait prévu. Bonjour, alors moi j'ai une question pour Monsieur Brière par rapport, je reviens à ce que vous aviez dit tout à l'heure, j'ai écouté quand même un peu. Quand vous parliez de, des fois on est obligé de prendre un éléphant qui accouche d'une souris, et puis idéalement ce qu'on aimerait c'est prendre une souris pour accoucher d'un éléphant. Est-ce que vous pouvez nous citer un exemple concret de chacun de ces cas-là, sans forcément citer de nom non plus, mais ouais, des noms, ouais. Merci. Bon, c'est très... Vous avez trouvé ça pas terrible, vous aurez raison. Donc, on était en repérage sur un film, et puis c'était un film où il y avait un enfant, pas au casting, mais un personnage d'un enfant trisomique qui avait la particularité de regarder tout le temps avec des jumelles ses parents et là où il était. Et il se mettait dans un arbre, ça c'est le scénario, et il regardait avec des jumelles. Bien évidemment, toutes les maisons qu'on trouvait qui étaient intéressantes n'avaient pas d'arbre. Et puis, la maison la plus intéressante qu'on voit, à côté, il y avait un tennis, il y avait une chaise d'arbitre. Et j'ai dit au metteur en scène, mais si en fait, il avait une chaise d'arbitre, et comme ça, l'enfant pourrait monter sur la chaise d'arbitre. Il m'a dit, c'est génial, on va mettre une galerie sur la voiture, et à chaque fois que les parents bougeront avec l'enfant, il y aura la chaise d'arbitre de tennis sur le toit. Bah, c'est une solution pas chère, c'est assez amusant finalement dans le film, puisque cette voiture, quand on la voit, et bah, plutôt que d'amener un arbre, de trouver un décor qui ne va pas, finalement c'est quand même une souris qui accouche d'un éléphant, parce que ça donne une empreinte au film, ça raconte quelque chose, et c'est pas cher. Voilà, ça c'est ce cas-là. Sinon, c'est d'aller faire, par exemple... d'aller faire un déménagement d'une heure pour aller dans un décor qui est très approximatif, bah ça c'est un éléphant qui accouche d'une souris. Sur un fond de ciel qu'on aurait pu... Exactement. Sur un fond de ciel qu'on aurait pu faire n'importe où. Surtout quand le machiniste est allé faire pipi derrière de l'autre côté de là où on tournait, il a dit c'est génial, il y a un truc, on aurait pu tourner là. On se dit merde. J'espère que ça répond un peu à votre question. Alors, bonsoir. Merci beaucoup pour vos témoignages et votre expérience. Vous parliez brièvement de votre expérience avec des jeunes réalisateurs. On a cette chance en France d'avoir beaucoup de premiers films. Et je voulais savoir quel était exactement le rapport que vous entretenez avec les jeunes réalisateurs. Est-ce que c'est plus difficile de bosser avec un réalisateur qui n'a pas beaucoup d'expérience, et vous qui êtes des premiers assistants de métier, est-ce que c'est plus compliqué de bosser avec... de jeunes réalisateurs qui ont moins d'expérience? Comment vous abordez cet exercice bien particulier? Merci. Ça change rien. J'ai bossé avec... alors je fais énormément de premiers films, je commence enfin à faire des seconds films. Et j'ai eu tous les cas de figure, âgé, pas âgé, jeune, et pour moi, ça change pas grand-chose en fait. Ce qui compte, c'est une nouvelle fois ce qu'il y a dans le scénario et la relation que je peux avoir avec la personne. Et ce qui est bien, c'est que pour elle non plus, c'est-à-dire que le fait que je sois plus expérimenté, ça permet d'avoir un plateau mieux tenu, mais ça ne la met pas en porte-à-faux par rapport avec moi, parce que notre relation n'est pas basée là-dessus. Moi, j'ai l'impression qu'il y a un élément, encore une fois, qui est très important, que je pouvais naïvement attribuer à l'âge de la personne, parce que j'ai commencé, enfin, jeune comme nous tous, hein, mais j'ai été jeune dans ce métier, on va dire, et donc qui se situait au niveau de l'admiration. J'avais besoin, entre guillemets, d'admirer un peu le cinéma du réalisateur, ou en tous les cas dans ce qu'on allait mettre en place dans notre société, il y avait quelque chose qui retenait un peu mon admiration, mon attention. Et en fait, c'est pas vrai en fait. C'est pas vrai, parce qu'il y a des jeunes metteurs en scène qui n'ont aucune expérience,
Mais vraiment aucune. Moi, j'ai fait aussi des premiers films. Quentin, c'était d'ailleurs quasiment son premier film. Mais j'ai fait des premiers films. Et après, c'était voilà la volonté qu'ils mettaient dans leur travail, le sérieux entre guillemets. Nous, on marche beaucoup au sérieux en fait. On aime bien. On peut faire beaucoup de choses quand on est assistant, mais il faut vraiment. Faut pas que ce soit inutile, quoi, vil et inutile. Donc voilà, donc il y a des jeunes en effet qui portent comme ça des films et c'est passionnant de se mettre à leur service et de faire en sorte que ce film existe. Ça c'est après la nature humaine règne partout où on passe. Oui, pour compléter, je dirais pareil que ça dépend de la personnalité de la personne. Nous, le métier, c'est le même. On s'adapte au metteur en scène. Un jeune metteur en scène ou un metteur en scène expérimenté, évidemment, le travail n'est pas tout à fait le même parce que on doit être plus attentif, en fonction de la volonté de ce metteur en scène ou de cette qui fait son premier film, son intérêt. Moi, j'ai fait des premiers films où, justement, elle arrivait une demi-heure après le prêt à tourner. Donc, on se demande ce qu'elle a envie de faire. Mais j'ai eu aussi des premiers films où des réalisateurs étaient là et il avait envie de se battre. Et donc, on a encore plus envie de l'accompagner. Et nous, dans un souci un peu de transmission et un peu de... C'est un mot un peu trop important, mais de paternalisme. On est là aussi pour le protéger, qu'il soit expérimenté ou pas, on protège aussi le metteur en scène. Donc voilà, la différence, elle se situe là, en dehors des problèmes de production, des problèmes matériels. Mais encore une fois, on doit s'adapter. Et effectivement, si on a des atomes, lors d'une première rencontre, ça se passe bien, que le scénario nous plaît, on sera ravis de faire des premiers films et content et encore plus fier de mettre notre expérience au service de ce monsieur ou de cette dame. Voilà, c'est ça qui est important. Et d'ailleurs, souvent même, je me souviens de films où la personne qui faisait le film n'était pas capable de dire en fait je veux être au 80 ou au 100 mm, en fait je voudrais voir toute la scène, donc il faudrait que je me mette au 12 ou je sais pas, au 24, ça dépend. En fait, c'est pas grave, tu me dis juste mais tu veux voir quoi en fait? Et puis raconte-moi ce que tu veux voir. Et je m'en fous que tu sois pas capable de me donner la série Zeiss qu'il y aura sur le plateau. Donc ça, tout ça, c'est pas grave. C'est une histoire de. C'est vrai que nous, on marche un peu à la carotte, quoi. Plus la personne et on la sent que ce film est essentiel pour elle ou pour lui, plus on va avoir de la facilité à se donner et à être compétent, je pense. Hein. Alors, juste pour ajouter, à contrario, effectivement, ça peut faire peur. Oui, bien sûr. J'ai eu 2 fois le cas dans ma carrière où une fois c'est la productrice qui a eu peur que je prenne pas sur le réalisateur, alors que moi je firme, et la preuve en est, ça fait 35 ans que je suis premier assistant, que je n'ai jamais voulu prendre la place du metteur en scène, sinon j'y serais allé. Voilà. Et une autre fois c'est le réalisateur où il a eu peur. Il a eu peur de se faire marcher dessus, donc au bout de 2 jours j'ai été viré. Voilà. Mais c'est pareil, si cette réflexion... Ce qui est complètement idiot. Si cette réflexion, le réalisateur, il l'a fait au début du film... On dit c'est normal. S'il l'a fait au bout de 9 semaines de tournage, là c'est pas normal quand même. Là, il y a un moment, tu prends une grille, tu marques des numéros, tu t'intéresses quoi. Moi, je me souvian d'un cas, je vais essayer de le raconter rapidement, mais il fallait faire un subjectif d'un personnage qui regardait une voiture qui arrive dans une cour d'immeuble. C'était un subjectif qui se faisait sur le plateau. Et donc on installe la caméra derrière la vitre, évidemment. On éclaire en conséquence. Et puis c'est un subjectif donc de quelqu'un qui voit cette voiture arriver. Et le metteur en scène met l'œil dans la caméra, il dit mais je comprends pas le reflet de la vitre. Et on lui dit mais en fait je veux faire un plan sur la voiture qui arrive. Non, je veux faire un subjectif de la personne à l'intérieur de la pièce. Donc il faut voir la vitre, donc il faut voir le reflet. Donc voilà, cette question on la pose à la fin du tournage, c'est pas la même que de la poser au premier jour de tournage. C'est normal. Bonjour, merci beaucoup. J'ai une question à vous poser. Vous avez parlé tout à l'heure d'un co-premier assistant à l'étranger. C'était un traducteur. Non. Alors, merci. Le cas du co-premier. Il y a plusieurs cas. Aux États-Unis, lorsqu'on va tourner dans les films Union avec les syndicats, l'équipe est doublée. C'est-à-dire qu'on a beau arriver, nous, avec notre expérience de premier assistant, c'est obligatoire par les lois ou les us et coutumes américaines qu'il y ait une double équipe. Donc il y a un premier assistant. Et puis c'était important parce que nous, on était très peu de Français et que donc l'équipe majoritairement américaine devait être dirigée par un assistant américain. Il m'est arrivé d'aller ailleurs, à l'étranger, au Maroc par exemple,
j'avais un co-premier aussi, parce que effectivement, pour gérer la figuration, moi je parle pas arabe, donc c'est un peu plus compliqué de faire ça avec des traducteurs et tout. Autant avoir un assistant avec qui on partage le même métier, la même vision des choses, et c'est plus facile. Et après, il y a le cas de co-premier en France, et ça, c'est au coup par coup, au cas par cas, je dirais, en fonction des films. Des fois, on prend soit 2 secondes, soit 2 premiers, parce que le film est compliqué. Ça se pratique de moins en moins, mais moi, ça m'est arrivé. Oui, bonjour. Je voudrais revenir sur un élément qu'on nous a donné tout à l'heure, qui est le taux de transmission entre l'assistant réalisateur qui deviendrait réalisateur dans les années 30. Alors j'étais très étonné de voir que c'était de 15%. Pour moi, c'était beaucoup plus dans mon imaginaire. Je pense que dans les années plus tard, les années 50, 60, 70, je pense que le taux de transformation a dû être beaucoup plus élevé quand on voit même Costa Gavras, tous les cinéastes, même Truffaut a été assistant, etc. Claude Miller. Truffaut, il a été assistant il a bossé avec comment il s'appelle, Rossellini. Avec Rossellini. Il était dans les bureaux. Il était dans les bureaux, voilà. Il était assistant en fait. Hein. Ouais, il était assistant de production. Donc, ce que je pense, c'est que je suis épaté de voir qu'effectivement, ce taux de transformation que j'imaginais beaucoup plus considérable dans les années 30, en fait, non, il n'était pas du tout 15%. Je pense qu'aujourd'hui, ce taux de transformation, à mon avis, il est peut-être en dessous des 15% des années 30. Et je voulais poser cette question à Denis, qui fait partie de ce petit pourcentage d'assistants qui a... Alors, Denis, il a une particularité, c'est qu'effectivement, il a été assistant longtemps et il est devenu réalisateur. C'est-à-dire qu'en général, on peut avoir des réalisateurs qui deviennent réalisateurs en ayant fait 1 ou 2 films comme stagiaire ou second, vaguement, et qui... parce qu'on nous colle des étiquettes. En fait, en réalité, c'est un petit milieu. Je dis ça pour les gens qui ne connaissent pas encore bien ce milieu. C'est un tout petit milieu. Et quand on a été assistant, on a vraiment une étiquette sur le fond aujourd'hui qui n'est pas forcément très bonne et qui ne nous favorise pas le passage au fait de devenir réalisateur. Et la question que je voulais poser à Denis, sachant qu'il fait partie de ces, à mon avis, 10%, pas plus... le premier jour où tu t'es retrouvé réalisateur, ça t'a fait quoi quand t'avais un assistant et tu t'es dit c'est comme ça, quelle a été ton impression en te disant merde, j'aurais peut-être fait, si j'avais su ce que c'était qu'un réalisateur, j'aurais peut-être fait différemment avant? Comme attitude. Oui. Après, je sais pas si je me suis posé les questions dans ces termes. Moi, ce que je peux dire, en tout cas, ce qui est vrai, c'est que justement, ça rebondit sur ta question tout à l'heure. Si j'avais su plus tôt que je voulais être réalisateur, j'aurais pas été assistant, parce que clairement, c'est pas forcément aujourd'hui la meilleure des routes à prendre. De la même manière qu'aujourd'hui, si tu es assistant réalisateur, si vous êtes assistant réalisateur, vous pouvez peut-être passer conseiller technique et réalisateur de films de commande. Hein. Là, ok, vous avez même, il y a un gros marché. Moi, en deuxième équipe, on m'a proposé beaucoup de choses. Hein. J'aurais pu faire beaucoup de films comme réalisateur de commande. Donc, en clair, le scénario est fait, le casting est fait. Et vous mettez la caméra au bon endroit, enfin vous essayez, voilà. Ce qui a été très compliqué justement, c'est d'amener mes scénarios. Par exemple, là c'est le cas sur le dernier et l'avant-dernier, mais ça a été très compliqué parce que j'étais pas du tout légitime. Un assistant réalisateur, c'est un technicien, quoi. C'est pas autre chose qu'un technicien. On a oublié les fameux 15% justement. Donc voilà. Non, mais après pour revenir sur l'histoire du plateau. Moi, je sais que je me laisse faire, quoi. Mais je me laisse faire par l'assistant. J'aime bien l'idée de m'abandonner complètement à l'assistant. Moi, justement, on parlait de Jean Becker tout à l'heure. Jean Becker, je crois que j'étais assez jeune, je crois, quand j'ai fait le premier film de Jean Becker, Dialogue. Après, j'ai fait La tête en friche, j'en ai fait 2. Je suis un des rares qui l'a pas viré avant, et Alain d'ailleurs, mais... Il disait toujours, le vendredi en principe, il disait tu vas prendre le train pour Paris, donc voilà. Bon.
Et donc j'ai pu en faire 2, je suis très fier, et j'ai refusé le 3e, donc je suis encore plus fier. Parce que j'étais passé à la réalisation. Mais c'est vrai que Jean Becker, c'était quelqu'un qui vous disait je vous donne les clés, je te donne les clés. Et encore une fois, il vous responsabilisait. Et cette responsabilité qu'il vous donnait, c'était merveilleux en fait. Ça vous donnait toutes les ailes pour porter le film. Et je me souviens d'un film qu'on a fait donc avec Jean-Marie, où le chauffeur d'un comédien principal avait garé sa voiture devant la cantine, mais vraiment on pouvait plus rentrer dans la cantine. Et je vais voir ce chauffeur et je lui dis écoute, tu pourrais déplacer ta voiture parce que tu vois bien que là la maquilleuse ne peut pas rentrer dans la cantine. Et il m'a envoyé chier quoi en clair. Et là Jean, qui est pas le mec le plus facile, l'a attrapé et lui a dit écoute, c'est mon assistant, tu parles pas comme ça mon assistant, c'est voilà. Et c'était merveilleux en fait. Après j'avais tous les droits. Donc voilà, moi j'aime bien me laisser driver par l'assistant. J'ai une question pour le monsieur qui est assis à côté de vous, monsieur Jacques Maltête. Jacques Maltête, c'est le descendant de Georges Méliès, c'est le meilleur expert de Georges Méliès. Et en fait, Méliès, qui œuvrait donc dans son studio à Montreuil, avait, je ne sais pas s'il faut l'appeler un assistant réalisateur, mais en tout cas une sorte d'homme à tout faire, qui a fini par faire quelques films qui ont été signés par Méliès, mais c'était lui qui les réalisait dans les derniers temps de la production Méliès. Est-ce qu'à ton avis, on peut lui attribuer le titre d'assistant réalisateur ? Tu penses à qui exactement ? J'ai oublié son nom, c'était pas Manuel, celui qui a fait les derniers films. Manuel, oui, c'est ça. C'est-à-dire que Méliès a construit un second studio en 1907, et donc comme il était très occupé dans le premier, il a délégué un de ses acteurs principaux à la mise en scène, et donc il a tourné des films qu'on reconnaît assez rapidement parce qu'ils sont mauvais par rapport à ceux de Méliès. C'est ça, oui. Donc il était acteur d'abord. Oui, il était acteur, il a joué à partir de 1903-1904 dans les films, oui. Et c'était alors je ne sais pas d'où il venait, c'était un type d'origine hongroise, je crois, si je me souviens bien. Et voilà, donc il a fini comme ça. Peut-être une piste pour Maël. Écoutez, je pense que... Est-ce qu'il y a encore des questions ? Parce que je pense qu'on pourrait en terminer à minuit. Vous avez l'air très... Est-ce qu'il y a encore des questions ? Ouais. Bonjour, je voulais savoir quels avaient été vos plus gros challenges et quels avaient été aussi vos plus gros échecs. Plus gros challenge, je pourrais pas dire lequel, j'en ai quelques-uns. Justement, sur les enfants du Marais, renverser le plan de travail d'une journée avec une idée folle et un déplacement. Et on l'a fait, et Jean Becker m'a dit merci à la fin de la journée. Mais j'ai d'autres anecdotes avec Michael, par exemple, à Nequeux, qui me dit on était sur Cachet, on préparait le plan de séquence de fin quand l'enfant sort du collège, là, si vous vous rappelez. Et on était en train de préparer le plan. Dans ces cas-là, quand il y a beaucoup de figuration, il me dit mets en place, je te laisse le temps et tu me montres et je te dis si ça me plaît. Et puis donc je donne des instructions parce que j'avais des assistants plus des renforts. Et puis d'un coup, il vient me voir, il me dit au fait, Alain, j'ai oublié de te dire un truc. Je lui dis, je pensais qu'il pensait, lui, au jour d'après, ou du lendemain, ou du surlendemain, parce qu'on avait un plan à la grue au-dessus d'une piscine et tout ça. Et il me dit, tu te rappelles, il y a 3 jours, on a fait le plan de début du film. Je dis, oui, c'est un plan séquence. Et j'aimerais bien que ce plan-là, de sortie de collège, soit le plan de fin avec générique. Parce que moi, j'avais mis en place pour faire une sortie, et donc le plan durait, 30 secondes. Il me dit, ça serait bien que ça soit un plan séquence qui dure un peu. Je dis, mais combien ? Il me dit, au moins 3 minutes. J'ai dit, ok, je vais essayer. Il me dit, écoute, prends ton temps. À nouveau, il me dit, prends ton temps, fais et montre-moi.
Donc j'avais 120 enfants, on ne pouvait pas en commander plus. J'avais 50 parents, je ne pouvais pas en commander plus. J'avais 10 bagnoles, je ne pouvais pas en commander plus. J'avais Daniel Auteuil dans sa bagnole, je ne pouvais pas en avoir plus. Et voilà, le challenge, c'était ça. Et donc j'ai un peu réfléchi, j'ai rappelé tout mon staff. J'ai dit voilà, il va falloir faire un plan qui, au lieu de durer 30 secondes, va durer 3 minutes. Et j'ai dit on va faire ça, on va garder ce qu'on a fait, ce qu'on a préparé, les sorties des uns des autres, les rentrées, les voitures, les trucs, tout ça, l'arrivée de Daniel qui récupère son fils, tac, tac, tac. Mais je vais vous dire quand est-ce qu'on envoie les gens. Et on va le faire en direct. Donc vous ouvrez vos talkies, moi je vous parle et je vous donne les tops. Et puis je vais voir Anneke et je lui dis, Michael, tu veux voir, tu veux que je te montre? Il me dit non, on va le tourner et on verra bien. J'ai dit ok banco. Donc je préviens tout le monde, hop, on envoie la caméra, tout ça. Et quand il dit couper, on était à 4 minutes 10. Et là il vient me voir et me dit c'est super. Mais je sais pas comment il va faire le générique, est-ce que tu peux faire une version plus longue? Vous voyez, hein, Anneke, il peut être drôle. Hein, je vous assure, Anneke peut être drôle. Je vais beaucoup rire avec lui. Et donc, deuxième prise, 5-10. Il m'a dit, c'est super. Mais pour le fun, fais-moi une plus courte. Ok, troisième prise, 3 minutes 30, coupé, hop, on est rentré à la maison. Voilà. Ça, c'est un beau challenge. Mais avec des metteurs en scène moins connus, je pourrais vous en raconter jusqu'à minuit, mais on n'a pas le temps. Et les échecs, c'est pas qu'on n'en a pas, on en a certainement, mais on les gomme un peu, Les échecs, c'est quand on rentre dans sa chambre d'hôtel à l'extérieur et qu'on se met à pleurer tout seul. Voilà. Pourquoi, on ne sait pas trop. Non, moi, une fois, on parlait de jeune réalisateur, Triss. C'était un premier film, c'était une jeune réalisatrice plutôt sympathique et tout ça. J'étais arrivé par la production et puis par des différents plans et je la connaissais depuis un certain temps, c'était pas facile la collaboration quand même. Et elle me demande, là je voudrais, tu comprends Jérôme, un plan d'un TGV qui serpente. Alors j'ai réfléchi, j'ai essayé de trouver une solution et puis j'ai pas trouvé. Alors, comme elle me l'a demandé plusieurs fois, je lui ai dit, écoute, je suis embêté parce qu'un TGV, ça ne serpente pas, en fait. Alors là, elle a commencé, c'est elle qui a pleuré. C'était pas pratique. Et puis ensuite, j'ai dû monter dans le bureau du producteur. Et puis voilà, j'ai fait mon sac. Voilà. Voilà. Tu es allé serpenter ailleurs. Voilà, j'ai été convoqué, j'ai été renvoyé. Non, moi je... Voilà, ça peut être ça les échecs des assistants, c'est qu'on est aussi infusible par un moment sur les tournages. La deuxième fois avec Piala sur le Garçu, j'étais le premier fusible à sauter puisque la semaine d'après c'était le chef opérateur. Voilà, c'est ça les échecs, c'est qu'on met notre cœur et notre expérience au service de quelqu'un qui est expérimenté ou pas. Et puis par moments ça pète sans qu'on le demande et on se retrouve avec le nez plein de noir. Voilà, et c'est ça qui est... C'est ça nos échecs à nous. Tout le reste, on met en œuvre pour que ça réussisse. Pas pour nous, pour lui. C'est une belle conclusion, je pense. Merci. Je voudrais remercier vraiment infiniment le bureau de la Phare avec qui on a travaillé longuement sur cette journée. Mais finalement, ça valait la peine, je trouve. C'était très passionnant. J'ai beaucoup appris personnellement. Merci à tous qui êtes venus. Revenez à la Cinémathèque, surtout. Merci pour l'organisation de cet après-midi d'études. Isabelle Armentier, la jeune fille aux cheveux verts, qui est ici. Juliette, pardon. Laure Parchemenko. Je retiens surtout ses cheveux verts. Et puis Joël Der aussi, avec qui on avait travaillé au début sur cette journée. Voilà, merci à tous et à bientôt. Est-ce que je peux rajouter un mot? D'abord, je vais remercier la Cinémathèque. Bon, je suis plus président, mais je suis un ancien président de la Phare. Mais juste, si vous voulez devenir assistant, restez vous-même. C'est ça qui est important aussi. Vous avez votre caractère, votre personnalité, et c'est ça qu'on appréciera aussi. Enfin, eux.